Écoutez Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable. L'université fait partie de la société. Alors, ce que l'on observe dans les universités, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et l'aura qu'ils ont. Ils sont minoritaires et certains le font pour porter des idées radicales. Alors, effectivement, Frédérique Vidal a annoncé son intention de demander au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, d'enquêter sur ce qui relève de la recherche et ce qui relève du militantisme à l'université. Donc, voilà, les choses sont sur la table, mais sont-elles effectivement les bonnes choses qui sont sur la table? Sont de justes mots MOTS sur d'injustes mots MAUX? On va en parler, et on va en parler avec Laurent Lotti, qui est chercheur lui-même au CNRS, qui est en histoire des croyances et des idées scientifiques et politiques, et qui est président d'honneur de la Société française pour l'histoire des sciences de l'homme. Laurent Lotti, bonjour. Bonjour, je ne vous vois pas, mais je vous entends, donc ça... Vous m'entendez? Bon, alors c'est très bien, voilà. C'est moi qui suis la voix dans l'ombre, là. Non, mais toi bien, moi je vous entends et on vous voit. Laurent Lotti, alors, ce dont on a parlé, ces débats, en fait, ça ne date pas d'hier, et avant que Frédérique Vidal parle de l'islamo-gauchiste, on parlait effectivement de cette culture, de cette poussée, entre guillemets, grand guillemets, décoloniale, la cancel culture, la culture woke, etc., venu, paraît-il, des États-Unis. Et on sait ce qu'il y a eu comme campus décoloniaux dans telle université, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Que peut-on dire de ce qui se passe en ce moment? Alors, peut-être je vais commencer en disant qu'il faudrait déminer déminer pour mieux alerter. Hein, oui. Le débat en évitant de se focaliser sur le mot d'islamo-gauchisme. Oui, je suis bien d'accord. Il a été employé par la ministre Vidal, il a été récusé par un communiqué de presse du CNRS, par des syndicats, par un grand nombre de gens qui sont inquiets de cela et qui ne reconnaissent pas en fait ce qui se passe dans l'université à travers ce terme. Alors je dois dire une chose, l'islamo-gauchisme, le terme, hein, il est sérieux, il est solide, mais il désigne autre chose que ce qui se passe à proprement parler à l'université. Et pourtant, il y a des liens. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'université? Justement. Alors, ce qui se passe à l'université, disons que ça pourrait être nommé comme des idéologies identitaires. Hein, et je pèse mes mots, c'est-à-dire que identitaire ou identitariste, c'est-à-dire que les gens qui se battent contre ça se battent aussi bien, évidemment, et fortement et depuis toujours, contre les identitaristes dits d'extrême droite. Mais à l'université, ça se passe autrement. Il y a, non pas à proprement parler, mais ça arrive, hein, des formes d'islamisme dur, comme on peut les connaître dans la société en général. Mais ce n'est pas loin quand même, hein, Laurent Lotti. Ce n'est pas loin, j'expliquerai après les convergences, hein, les liens. Bon. Mais il faut comprendre que quand le ministre Blanquer, hein, qui par ailleurs fait partie d'un gouvernement qui a pu, avec les gouvernements précédents, mettre en grave danger toute l'université. Donc il y a des levées de boucliers parfois contre lui, hein, comme l'hôpital a été mis en danger depuis longtemps. Quand le ministre Blanquer intervient et parle d'islamo-gauchisme, hein, il y a eu des attentats terroristes et puis il y a eu des décapitations de Samuel Paty. Bon. Maintenant, à l'université, donc, du coup le mot est repris, tant mieux pour l'alerte. Mais il faut comprendre qu'il se passe autre chose à l'université. À l'université, ce qui se passe, c'est de la part d'une minorité de gens, mais très active, le développement de ce qu'on appelait le décolonialisme, le prétendu décolonialisme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le colonialisme, sur les effets du colonialisme et contre le colonialisme, qui en aucun cas ne sont des décolonialistes. Donc il y a le décolonialisme ou indigénisme, je pourrais revenir sur le mot, et puis il y a l'intersectionnalisme. Et vous vous demandiez si ça venait des États-Unis ou pas, et oui, malheureusement, je dis ça vient des États-Unis, parce que les États-Unis ont des problèmes particuliers à régler, hein, et ils sont pas prêts de les régler vu les siècles malheureusement de racisme aux États-Unis. Mais en France, la recherche et l'enseignement doivent se fonder sur d'autres approches, compte tenu de la spécificité de ce qui se passe dans notre société. Bien sûr. Donc je dirais que, en fait, vous savez, on pourrait parler d'une idéologie identitaire ou identitariste à trois têtes. L'islamisme,
mais c'est pas vraiment à l'université. Donc les collègues, ils sont aussi étonnés et effarouchés au nom de... on voit pas 10 000 barbus et 10 000 personnes non, bien sûr, mais, à la fac. Hein. Oui, non, mais il faut aller au-delà de cela et justement définir un peu ce qui se passe, parce que ce qui se passe, vous dites vous-même, c'est une tentative d'assignation à résidence d'un certain nombre de gens au nom d'une certaine idéologie. C'est un peu ça, quand même. Exactement. Alors, je vais prendre le mot indigéniste d'abord. Alors là, c'est archi clair. Hein. Ça a été développé par le Parti des indigènes de la République. C'est pas à proprement parler universitaire, mais il y a des tentatives pour faire rentrer cet indigénisme militant à l'université. Par exemple, Horia Boutelja, qui a été très longtemps la porte-parole, fondatrice, disons, des indigènes de la République. Bon, elle a écrit un livre que moi j'ai placé, parce que ça s'étudie tout ça. Je l'ai placé à côté d'un autre livre que j'ai étudié avec un vif intérêt, Mein Kampf. Ça s'appelle Les Blancs, les Juifs et nous. Et je crois que c'est le sous-titre pour un amour révolutionnaire. Et vous l'avez placé à côté de Mein Kampf, oui, c'est pas par hasard. Oui, parce que non, c'est pas par hasard, parce que en fait, je crois que d'une certaine manière, c'est aussi dangereux et qu'il vaut mieux le lire et vite fait. Maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil et qui paraît plus savant, c'est l'intersectionnalisme. Et là, comme vous dites, ça consiste à assigner les gens à résidence ou à identité totalement fermée. Ça part d'une idée intéressante. Aux États-Unis, une juriste estime qu'il faut pouvoir lancer un procès ou se défendre lorsqu'on est en gros victime quand on est dans une position inférieure à divertie. Vous savez, Coluche blaguait en disant que c'est encore plus difficile quand on est à la fois, alors je sais plus, mais disons noir, handicapé, femme, homosexuel, etc. Bon, c'est l'idée de l'intersectionnalisme et on peut se retrouver, disons, dans plusieurs situations difficiles à la fois. Bon. Mais ce qui se passe avec la vision américaine, il faut en trouver d'autres à la française. Et pour défendre notre laïcité et notre solidarité française. Oui, parce qu'en France, ils ont passé tout de suite, ils ont basculé là-dessus. Est-ce que ce n'est pas juste, Laurent Lotti, ce que vous dites, en fait, quand je vous écoute, et au fond de tous ces discours, c'est que l'autre, au lieu de que l'autre fasse partie de soi et qu'on dialogue avec l'autre, l'autre devient l'adversaire à éliminer. C'est-à-dire l'autre qui soit, d'ailleurs, le blanc, le colonial, le ceci, etc., le mâle, hétérosexuel ou autre. On a l'impression qu'on a mis des barrières, et attention, maintenant, au nom du progressisme, au nom du bien, il faut se battre contre cet autre-là. Oui, exactement. Imaginez qu'on se mette à créer, et malheureusement c'est ce qui est en train de se passer, des associations de lutte contre le racisme qui dissocient les noirs d'un côté. D'ailleurs, aller séparer les noirs des blancs quand quelqu'un est ce qu'on appelle un métis ou un métis de métis, etc. Enfin, c'est à hurler de rire, mais c'est pas drôle du tout, parce que on se retrouve, et je reviens à l'université quand même, avec une pénétration des associations de militants et de quelques universitaires dangereux. On se retrouve avec, par exemple, des colloques non mixtes, racialement non mixtes. Donc vraiment interdit aux blancs, par exemple, pour être tout à fait précis ? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, je souhaite bon courage à ceux qui, à l'entrée, tentent de repérer qui est blanc et qui est noir. Alors, on a une chance face à ces mouvements qui, en fait, sont dangereux parce qu'il peut y avoir des convergences entre ce qui se passe à l'université et dans la rue, et ailleurs, minoritaire, mais dont les autres universitaires doivent prendre conscience. Tous ceux qui sont vraiment antiracistes doivent prendre conscience du fait qu'il y a des antiracistes qui se sont inversés en racisme. Bien sûr. Oui, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, non, vous disiez simplement qu'il y a quand même la chance un peu, c'est qu'il peut y avoir des parades à ça, ou en tout cas... Alors, il y a déjà des contradictions internes, donc ça c'est formidable. C'est-à-dire que, en fait, les personnes prétendument antiracistes et progressistes, qui en fait, malheureusement, tombent par effet pervers dans le racisme, ou les prétendus néo-féministes qui tombent dans le sexisme, on le voit se aussi contredisent eux-mêmes et comme ils sont focalisés sur des identités hyper restreintes, se trouvent à se heurter les uns les autres. Exemple assez extraordinaire, Françoise Vergès. Historienne, c'est ça non. Françoise Vergès. Oui, qui a obtenu, disons, des chaires d'enseignantes accordées par des institutions qui auraient peut-être mieux fait d'éviter. A publié grâce à ça un livre qui est, j'oublie le titre exact, mais Féminisme décolonial. Elle est une leader de ce féminisme prétendument décolonial, qui consiste souvent à, moi j'appelle ça le néo-féminisme en burqa.
Et qui consiste à défendre la burqa au nom du féminisme, c'est ça? Exactement, disons le voile. Bon. Ouais, le voile. Voilà qu'elle est accusée par des collègues de ce néo-féminisme décolonial de ne pas être assez noire. Ouais. C'est à hurler de rire, ou à désespérer, ou à s'inquiéter surtout. Hein. Bon. Alors tant mieux, ils vont se battre entre eux. Hein. Et comme ils ne pensent qu'à une chose, enfin ceux qui vont loin dans cette racialisation finalement raciste, hein, bon, c'est qui est noir, qui est arabe, qui est musulman, qui est juif, qui est français, qui n'est pas français, qui est femme, qui n'est pas... Bon, eh bien, ils peuvent s'entretuer entre eux, et tant mieux. Bon. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que les convergences possibles entre l'intersectionnalisme, l'indigénisme et l'islamisme, plutôt à l'extérieur de l'université, mais qui peut pénétrer, hein, finissent par produire aussi... Enfin, ce sont de fausses bonnes idées et de fausses bonnes alliances, parce qu'au bout du compte, l'islamisme le plus intégriste, il ne va pas aller au service des femmes ou des homosexuels. Hein. Donc c'est extrêmement dangereux. Oui, mais Laurent Lotti, ils peuvent tout à fait se retrouver momentanément et provisoirement dans un combat. Vous savez, c'est la différence entre la tactique et la stratégie. Est-ce que l'université, on va en reparler, vous restez avec nous après cette petite pause, est-ce que l'université, justement, faute de barrières, faute de garde-fous, et peut-être chez certains, faute de courage, ne va pas se retrouver un open bar et poreuse comme ça par rapport à cette alliance, cette convergence qui peut-être évidemment connaît ses contradictions, mais qui pour le moment peut s'allier pour grignoter et prendre la place. On se retrouve après cette petite pause. Voilà, on se retrouve et on continue de parler de l'islamo-gauchisme qui pourtant d'après le CNRS n'était pas une réalité scientifique. Eh bien nous avons un chercheur au CNRS qui nous explique même l'inverse. À tout de suite. Et que se passe-t-il, pardon, il y a aussi un pastis, effectivement, à l'université et l'islamo-gauchisme, effectivement, avec Laurent Lotti, qui est chercheur au CNRS en histoire des croyances et des idées scientifiques et politiques. Il a corrigé un peu le tir, justement, ce n'est pas seulement l'islamo-gauchisme, c'est plus compliqué que ça, c'est l'indigénisme, le racialisme, le décolonialisme, etc. Et Laurent Lotti, je voudrais vous faire écouter ce que disait hier Jean Chambaz, qui est président de Sorbonne Université, sur le concept d'islamo-gauchisme. C'est là où on voit que les convergences se passent. Écoutez Jean Chambaz. Pour savoir si quelque chose est une réalité, il faudrait déjà le définir. C'est ce que j'ai tenté de faire en quelques mots. Non, j'ai bien compris, mais l'islamo-gauchisme, c'est en fait un terme qui est absolument peu précis, qui est issu des milieux de la droite extrême. Et moi, si, c'est issu, ça a été repris par d'autres, mais c'est issu des milieux de la droite extrême, c'est repris par certains députés LR qui voudraient interdire l'enseignement de certaines disciplines à l'université. On se croirait dans l'ancienne Union soviétique. Et moi, ça me fait davantage penser au slogan du XXe siècle dénonçant le judéo-bolchevisme. Alors carrément, et Laurent Lotti, alors Jean Chambaz, président de Sorbonne Université, eh bien, islamo-gauchiste le fait penser à judéo-bolchevisme. Vous voyez, vous mettez Oriya Boutelja à côté de Hitler et de Mein Kampf, dans les livres, je parle des livres bien sûr, et lui, eh ben, l'islamo-gauchisme, c'est carrément le judéo-bolchevisme, ça veut dire, c'est évidemment un slogan nazi, pour faire court. Alors là aussi, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, qui est quand même, c'est quand même le président de Sorbonne Université. Un bizarre tout ça. Oui, alors bon, je vais essayer d'être très clair. Pour le terme islamo-gauchisme, en France, il a été très probablement inventé par Pierre-André Taguieff. Pierre-André Taguieff est quelqu'un qui analyse et permet par là de combattre le racisme et l'antisémitisme depuis 30 ou 40 ans. Il est au CNRS, il a écrit beaucoup de livres, et ceux qui ne comprennent pas que cette notion peut être fondée n'ont qu'à aller lire ses ouvrages. Le terme est un raccourci, et il aurait mieux fallu, et je pense que Pierre-André Taguieff serait d'accord, l'appeler, mais c'est imprononçable quasiment, islamisto-extrême-gauchisme. Ouais. Et oui, ce qui serait plus juste, oui. Analyser que, historiquement, surtout vers les années vers 2000, se mettent en place des rapprochements entre une partie seulement, sûrement pas toute, de l'extrême gauche, et l'islamisme le plus intégriste et politique, une idéologie politico-religieuse, opposée à toute la laïcité française et même à toutes les formes de laïcité beaucoup plus souples et différentes états-uniennes, par exemple. Alors ça, c'est l'islamo-gauchisme. Maintenant,
ce mot finit par jouer un rôle de mot écran qui empêche de penser. Quand il est brandi, c'est pas de leur faute, il fallait bien faire une alerte, mais quand il est brandi par des ministères ou quand il circule dans les médias de façon radicale pour alerter, c'est une bonne chose, mais sans permettre de bien désigner ce qu'on peut voir à l'université. Donc il est normal que des collègues qui sont sensibles aux libertés académiques et aux libertés universitaires, et je le suis pleinement, bien sûr, qui sont sensibles aux effets historiques du colonialisme, qui sont sensibles au racisme, oui, mais enfin, assimiler ça à judéo... Oui, mais pardon, Laurent Lotti. Moi, je veux bien qu'on soit sensible et tout ce qu'on veut, on est tous sensibles à ça. Ouais. Mais assimiler islamo-gauchisme, même si le terme n'est pas le bon, et je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, mais assimiler islamo-gauchisme et judéo-bolchevisme, est-ce que ce n'est pas quand même... Est-ce que là aussi, il n'y a pas des amalgames un peu faciles ? Bon, oui, bien sûr, mais ô combien. En fait, vous savez, on est en grande partie coincés. Quand je dis nous, c'est la majorité des gens qui feraient bien de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Encore davantage, comme malheureusement on a dû prendre conscience à la suite des attentats islamistes, que l'islamisme, c'était pas seulement dans l'imaginaire. Bon. Oui. Pardon, je perds le fil, je vais revenir. Vous disiez que beaucoup de gens doivent justement se rendre compte que tout ça, d'ailleurs, de ce dont vous avez parlé, là, on en a parlé, de tous ces mouvements, en fait, il y a quand même, ce que vous disiez, une gravité quand même assez forte, quoi. C'est le moins. Il y a une menace très forte qui pèse sur l'ensemble de la société et qui peut venir de l'association de militants pénétrant plus ou moins l'université et associé à des mouvements populaires par ailleurs. Il y a un problème géopolitique mondial qui est celui de l'islamisme. Mais je voudrais dire qu'on est coincé, je reviens au rapprochement avec judéo-bolchevistes, on est coincé à cause de tout ce qui se passe autour des notions de gauche et de droite et d'extrême gauche et d'extrême droite. Là, on est dans une situation où il faudrait, sans que les personnes qui se sentent profondément de gauche abandonnent leurs croyances et leurs convictions, ou ceux qui préfèrent être de droite. Oui, c'est leur droit. Nous sommes dans une société pluraliste, mais comprendre que là, on est face à un phénomène qui, en amont, menace la démocratie et la pluralité des idées, donc de la démocratie, et aussi de la recherche. Alors, la solution, je crois, face à l'appel de Frédéric Vidal, peut être maladroit. L'alerte de Blanquer peut être trop brutale par un seul mot, mais ô combien nécessaire. C'est de ne pas se focaliser sur ce mot, mais d'enquêter véritablement. Le mot d'enquête n'a rien d'un truc de facho, de policier. Écoutez, si on a question à tout, si avoir question à tout et enquêter devient facho, alors on arrête tout, quoi. C'est évident. Voilà, un journaliste, il enquête, un chercheur, il enquête. Bon, on peut appeler ça une étude si on veut, c'est pas le problème. Je pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs enquêtes, rapports, études, comme vous le voulez. On est dans une société pluraliste. Ce n'est pas à la ministre elle n'a pas à fliquer évidemment toutes les recherches. Il est légitime d'enquêter sur le colonialisme et ce qu'on a pu appeler, s'il n'y a pas de dérive, le post-colonialisme. Il est parfaitement légitime de s'interroger sur la diversité des formes de racisme en France. Il est parfaitement légitime de réfléchir à la meilleure manière d'être féministe ou de combattre le sexisme et de combattre l'homophobie. Mais il faut qu'il y ait plusieurs études, plusieurs rapports, et que les gens de bon sens, qui ne sont pas des surexcités, des gens dangereux, enquêtent, réfléchissent. Bien sûr, en toute liberté. Et produisent plusieurs rapports. Non, tout à fait, Laurent Lotti, mais je crois que quand même, et on s'accorde, et vous le dites vous-même, mais enfin, il y a quand même quelque chose qui s'appelle, et malheureusement, à droite comme à gauche, elle a existé, et aujourd'hui, on la voit, ça s'appelle la tentation totalitaire. Ce dont parlait Jean-François Revel, on peut penser ce qu'on veut de Jean-François Revel, il parlait pour l'URSS, mais c'était autre chose. Mais il y a aujourd'hui ce problème, l'assignation à résidence, l'autre considéré comme un ennemi, à détruire. Il y a ça, et l'université, justement, si elle n'est pas le temple du pluralisme, comme devrait être d'ailleurs la République, on ne voit pas ce qu'elle serait.
Oui, alors je reprends le mot de totalitaire, oui, entièrement d'accord. Et vous savez, m'est revenu un souvenir d'une lecture. J'avais fait étudier Orwell, 1984 d'Orwell, et puis La ferme des animaux. Pardon, La ferme des animaux, lorsque j'enseignais en collège et en lycée. Et c'est ce livre qui m'est revenu à l'esprit, qui vient d'ailleurs d'être magnifiquement retraduit par Philippe Jaworski en collection Pléiade et maintenant en folio. Enfin, ce livre 84 et puis cet auteur et l'auteur aussi de La ferme des animaux, qui m'est revenu à l'esprit parce que ce qui est terrible avec cette menace franchement totalitaire, pas d'études sur le colonialisme, de ce décolonialisme-là qui dit qu'il faut décoloniser la République, décoloniser la laïcité, décoloniser l'école. Et tout. Bon, c'est que il se fait passer, c'est ce que vous évoquez là, il se fait passer pour celui qui est du bon côté, du progrès. Et c'est pas comme ça qu'on lutte contre le racisme, c'est pas comme ça qu'on lutte contre le sexisme, et c'est pas comme ça qu'on lutte contre des effets après coup du colonialisme. Absolument. Donc il se fait passer pour étant du bon côté, il se fait passer pour étant scientifique. Et lisons ou relisons, moi je vais le relire là bientôt, je commence à le relire, 84 d'Orwell. Tout à fait. C'est terrible, Orwell avait bien compris, lui qui était engagé. Mais oui, et ô combien il était à la guerre d'Espagne avec les anarcho-syndicalistes. Il a payé vraiment de son poids de chair, etc. Ce qu'il a eu. Non, tout à fait. Et il n'a pas bien aimé que le stalinisme fiche en l'air ceux qui se battaient pour la République. Et la question qu'on peut se poser, Laurent Lotti, vraiment, est-ce qu'on n'est pas face à un nouveau stalinisme aussi efficace que l'a été dans les années 50, 60 et autres son prédécesseur? Merci beaucoup, Laurent Lotti. Merci pour vos éclaircissements. Merci Laurent Lotti, je rappelle, un chercheur au CNRS en histoire des croyances et des idées scientifiques et politiques, membre de Vigilance Université et de l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires. Eh bien, vous avez bien entendu ce qu'il nous a dit, ce chercheur au CNRS. L'islamo-gauchisme est une réalité, mais elle est plus définie que ça, elle est plus précise que ça. Il y a de l'indigénisme, il y a du racialisme, il y a du décolonialisme.